je suis moi-même Cathy Giraud, je suis déléguée générale du think tank Matière Grise, qui est le think tank de l'agence Planète Grise qui organise ces assises. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, puisque avec le think tank, on s'est penché sur les freins autour de cette réforme et des propositions pour améliorer sa mise en œuvre. Alors, je vais pas refaire l'histoire de la réforme, on en a parlé sur la première séquence. Je voudrais juste peut-être revenir sur quelques chiffres pour poser le contexte. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres qui ont été publiés par la CNSA début octobre. Il y a eu un webinaire d'avancement de la réforme. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu, Monsieur Dujol. Ce webinaire nous disait, eh bien, 86% des SIAD sont engagés dans la réforme. Alors en même temps, à 42 jours, on imagine qu'on n'a pas trop le choix, donc ce chiffre, il n'est pas très étonnant. Quand on regarde un petit peu à l'intérieur de ces chiffres, sur ces 86% d'engagés, 4% de ces SIAD sont déjà dans un SAD, un service autonomie tel qu'on l'attend. Ce sont des SIAD qui étaient déjà en SPASAD. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est plus facile dans cette configuration. 13% de SIAD ont un projet qui est en cours d'instruction, c'est-à-dire qu'il est déposé et déjà en étude. Alors, on ne dit pas tout à fait dans ces chiffres-là sous quelle forme. Et on va en reparler avec vous, Laurine. Il y a plusieurs manières de se mettre en ordre de marche. 73% de SIAD, et c'est l'autre grosse majorité, ont un projet en cours. Alors, il n'est pas en cours d'instruction, il est en cours. Voilà, je vous laisse juger. Qu'est-ce qu'on met derrière? Et là aussi, on n'a pas de détails sur la modalité. Et puis, vous le disiez, 11% de SIAD sans solution. Et donc, on s'est interrogé sur ces SIAD qui sont vraiment en situation de blocage. Alors là encore, quelques chiffres. Après, j'arrête et je vous laisse la parole. Mais pour qu'on ait bien en tête ces données-là, 11% de SIAD sans solution, c'est 187 services en France. Donc j'imagine que les 187 se sont rués sur ces assises du domicile pour se dire bien, quelle solution je vais pouvoir trouver. Sur ces 187, il y en a 142 qui expliquent pourquoi, d'après la CNSA. Il y en a 40%. 40% de ces SIAD sans solution disent qu'ils ont une réticence au changement de statut. 30% disent qu'ils ont un frein lors de l'autorisation. Alors, est-ce que ce sont les sujets dont on a parlé, le refus d'autorisation d'une activité, soins pour des SAD et inversement SAD ou accompagnement pour des SIAD. 11% disent qu'ils ont une réticence d'ordre économique, c'est ce qui les empêche de s'engager dans la réforme. 11%, c'est étonnant, évoquent le positionnement national de leur fédération qui les freine à s'engager dans cette réforme. Et puis, 7% disent qu'il y a une problématique de territoire. Alors, une fois qu'on a dit ça, avec le think tank, on s'est en effet intéressé à deux obligations majeures de cette réforme qui pourraient poser problème. Et c'est ce dont on va débattre sur cette séquence. Alors, on a un temps limité, mais on va essayer de tenir notre sujet. D'abord, je vais vous donner la parole, Laurine Jeune, pour qu'on puisse faire un petit topo sur le premier sujet de l'entité juridique unique qui pourrait faire peur. Alors, on a beaucoup parlé de la fusion, du rapprochement par fusion. Il y a fusion-absorption. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est facile? Il y a les GCSMS et ce que j'ai appelé, moi, les 36 nuances de GCSMS, parce qu'on commence à s'y perdre. On en invente d'autres, apparemment. Et puis, il y a la convention, qui paraît être un outil souple. Est-ce que vous pouvez nous éclairer en quelques minutes sur ces possibilités concrètes de rapprochement entre les SAD et les SIAD? Oui, alors, merci beaucoup. Alors, quelques minutes pour évoquer l'épineuse obligation de constitution d'une entité juridique unique, qui est quand même le point dur, hein, disons-le, sur le plan juridique, en tout cas de la réforme. Je vais essayer d'être claire et concise et d'éviter les points-virgules. Je voulais quand même rappeler en introduction que cette obligation, au départ, elle était réglementaire. Et que c'est la loi Bien vieillir qui lui a donné une portée législative, ce qui fait que si on veut y toucher, ou si on veut même la supprimer, comme on peut l'appeler en tout cas de nos voeux au cabinet, il faudra nécessairement une loi. Bon. Une fois qu'on a rappelé ça, une entité juridique, c'est quoi? On l'a tous compris, c'est une personne morale qui dispose de la capacité juridique à être titulaire d'une autorisation de SAD mixte.
Ça peut être une asso, une fondation, une société commerciale, un hôpital, un organisme mutualiste, un organisme de sécurité sociale. Enfin, on a une liste qui est quand même extrêmement longue de structures juridiques. Mais au-delà de la forme, pour moi, je pense que c'est aussi la question de faut-il une entité juridique unique ? Parce que ça a été rappelé, la finalité de la réforme, personne ne la remet en question, c'est dans l'intérêt des personnes, c'est d'améliorer la coordination entre l'aide, l'accompagnement et le soin, et c'est de simplifier un petit peu l'offre de services qui aujourd'hui est tout à fait complexe et tout le monde en a conscience. Mais là où on peut se poser la question, c'est plutôt sur le chemin qui a été pris par la réforme pour y parvenir. Parce qu'on nous oblige à constituer une entité juridique unique à laquelle on va attribuer cette autorisation. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut créer une nouvelle personne morale ? Ça veut dire qu'il faut choisir parmi les personnes morales qui sont déjà existantes ? Et dans ce cas-là, on choisit comment ? Parce qu'on a quand même des statuts juridiques qui sont différents, ça a été rappelé comme un frein. On a des structures qui ont des histoires, qui ont des fonctionnements différents, qui ont parfois pas demandé d'ailleurs non plus à ce que les choses évoluent. Alors, vous allez me dire que ça va donner du boulot aux juristes. C'est sûr, en tant qu'avocate, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais au-delà de l'intérêt direct de cette obligation de constitution d'une entité juridique unique, est-ce que c'est pas finalement là le moyen de restructurer un secteur qui compte beaucoup d'acteurs ? Une fois que j'ai rappelé ces sujets-là qui me tenaient à cœur, pour en revenir aux différentes options que vous avez citées, la fusion, l'absorption. Alors attention en droit, parce que fusion-absorption, ça renvoie à des notions très précises. La fusion, pour simplifier, c'est vraiment deux personnes morales, on y revient à ces entités juridiques uniques, de même forme, donc une asso avec une asso, qui vont finalement se regrouper au sein d'une nouvelle structure, vont disparaître en son sein et elles vont lui transférer la totalité de leur patrimoine. C'est ce qu'on appelle la fusion-création. Ou alors c'est l'une qui va absorber l'autre, c'est de la fusion-absorption. Donc la fusion en tant que telle, d'entité juridique unique, finalement en matière de SAD, on n'en a pas trop. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est plutôt, de la fusion de services, parce que c'est de ça dont il s'agit finalement avec la réforme. Et là, on va plutôt être sur du transfert d'activité d'une entité A vers une entité B. Et c'est là effectivement que c'est pas très simple, c'est pas impossible, mais c'est pas très simple parce qu'on va se poser plein de questions sur le périmètre de ce qu'on va pouvoir transférer. Est-ce que je peux transférer du passif, par exemple ? La réponse est non quand le repreneur est une structure publique. Est-ce que je peux fixer un prix avec la question de la patrimonialité de l'autorisation ? Et puis surtout, quid des personnels qui vont changer de statut ? Et ça c'est effectivement pas simple. Maintenant, je ne vais pas pouvoir détailler dans le détail effectivement cet aspect-là, mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quand même la solution la plus radicale, puisque là, on va avoir un gestionnaire qui va totalement se départir de son activité au profit d'un tiers, qui sera, lui, la fameuse entité juridique unique porteuse du SAD. Ensuite, vous avez parlé GCSMS. Alors, GCSMS, c'est vrai que c'est assez souvent décrié. Moi, je considère que ça reste un outil qui peut être intéressant si on l'utilise comme il faut et qu'on comprend aussi quels sont les tenants et aboutissants et quelles sont ses limites. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que c'est aujourd'hui la seule structure de coopération, donc la personne morale, la fameuse entité juridique unique, qui peut être titulaire de l'autorisation, mais au sein desquelles, finalement, les actuels gestionnaires vont continuer d'avoir encore en quelque sorte un petit peu la main. Alors certes, ils n'auront plus l'autorisation directe, ils n'auront plus les financements directs, ça c'est évident. Mais à travers le groupement, puisque quelque part ils vont lui donner mandat pour gérer cette activité, ils vont bien co-décider dans une gouvernance à définir dans la convention constitutive. Ils vont pouvoir aussi mettre à disposition leurs moyens, ce qui offre quand même aussi une solution pour notamment leur personnel, qui peuvent garder leur statut et être mis à disposition du groupement qui va rembourser à leur employeur les coûts correspondants. Donc, c'est une structure qui, je pense, tout à fait intéressante, mais qui se construit step by step, comme disent les Anglais. Maintenant, voilà, ce qu'on peut constater, en tout cas au niveau du cabinet, c'est que cette fameuse entité juridique unique, on n'en est qu'au début pour y parvenir et que ça ne va pas être simple. Et c'est là qu'il y a l'autre voie, la convention que vous avez citée, qui aujourd'hui se veut transitoire, 5 ans maximum. Alors, la convention, je le rappelle, ne crée pas une entité juridique unique. En revanche, on a bien un service unique, un SAD, une autorisation avec plusieurs co-titulaires d'une même autorisation. C'est une spécificité qu'on trouve qu'en matière de SAD et d'ailleurs, pourquoi pas. Enfin, je pense que ça peut être une solution qui est tout à fait viable et que la loi pourrait tout à fait inscrire dans la durée. Si l'objectif, c'est d'avoir un service unique et pas une entité juridique unique. Je pense que c'est le sujet, il est là.
on le voit bien, et en synthèse, que je suis très bavarde, en tout cas nous on pilite pour ça au sein du cabinet, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le juridique, auquel on consacre beaucoup trop de temps, qui doit prendre le pas sur l'essentiel, pour ne pas rater la réforme à cause du droit, pour le dire autrement, et c'est une avocate qui vous dit ça. Et moi je ne peux que profiter de la tribune que vous m'offrez aujourd'hui pour à nouveau appeler les pouvoirs publics finalement à ce qu'on remette bien au cœur de l'ouvrage le métier. Et rien d'autre, et qu'on simplifie vraiment finalement le travail des acteurs et in fine qu'on réponde aux besoins des personnes. Je m'arrête là, je suis bavarde. Hein. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre synthèse. Alors, à vous écouter, on se dit en fait c'est simple, la réforme elle réussit si on change un mot. Plus entité juridique unique, mais service unique. Ça a l'air si simple si on s'arrêtait là. Mais sur le terrain, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors ça pose vraiment question, ce sujet de l'entité juridique unique. On vous a réunis tous les trois parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur cette vision de la réforme. Et c'est ce qu'on aime aux assises, avoir du débat. On a entendu tout à l'heure, on est peut-être à 42 jours de l'échéance, mais il y a eu plein d'autres temps avant, donc on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Valérie Levaché, on va commencer par vous. Pourquoi ça pose problème, ce sujet de l'entité juridique unique, et pourquoi ça empêche certains SIAD d'aller au bout de cette réforme ? Merci Cathy. Et avant de répondre complètement à la question, vous dire que moi c'est ma deuxième participation aux assises, avec une intervention l'année dernière et une conviction renforcée et pas forcément transformée sur l'année qui nous sépare des dernières assises. Et sans vouloir jouer les troubles faits, j'ai une lecture un peu moins enthousiaste des chiffres qui nous ont été présentés. Et je voudrais un petit peu tempérer, et je me permets de le faire, et je n'ai pas précisé non plus, je représente le Gros Vive et je suis en responsabilité d'un certain nombre de services à domicile, une cinquantaine de SIAD, une vingtaine de SAD, 17 SPASAD, donc les dispositifs on les connaît bien, et mon propos aujourd'hui est juste le témoignage de ce que je vis tous les jours à travers les échanges que je peux avoir avec les gestionnaires de proximité. Et effectivement, on peut considérer qu'on a une avancée parce qu'aujourd'hui, on a 86% de services engagés dans la réforme, mais l'arrêt est 4% qui ont qui ont véritablement créé cette entité juridique unique, et tu l'as précisé, qui sont pour les trois quarts des anciens SPASAD. Donc le chemin était un peu amorcé. Pour les autres, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. On est allé à la Convention parce qu'il n'y avait pas le choix et qu'il y a le coup près de la date du 31 décembre. Derrière, moi, ce que je vis au quotidien, c'est que, in fine, on joue la montre, hein. On est prudent parce qu'aujourd'hui, le cadre qui est proposé, les modalités de réalisation de la réforme nous font peur parce qu'ils présentent un certain nombre de risques. Et c'est là où je réponds à ta question. Le premier frein, alors ça a été évoqué dans les prises de parole, il est d'abord économique, hein, parce que créer une entreprise unique avec des services, aujourd'hui la situation des SAD, ça a été dit et je pense qu'on va continuer de l'exprimer, est en situation économique difficile, même si, c'est vrai, les financements de cette activité ont progressé ces dernières années. On peut pas nier que les financements sont en évolution par rapport à ce qu'on a connu. Mais la réalité, aujourd'hui, ça reste des situations économiques compliquées. Et donc, on nous dit qu'il faut créer une entreprise unique avec une des activités, le SAD, qui est en grande difficulté. On pourrait imaginer de compenser les déficits du SAD par les excédents du SIAD, mais on sait tous qu'on est sous le coup d'une réforme qui va ramener les choses vers l'équilibre. Et c'est tant mieux, parce que ça va dans le bon sens, mais on peut pas considérer qu'on va trouver le modèle de cette manière à terme. Donc, premier problème, il est économique. Le deuxième frein, il est juridique et administratif. Je ne vais pas reprendre les propos de Maître Jeune, mais effectivement, c'est créer une entreprise. Ça veut dire la doter de moyens, ça veut dire la doter de professionnels. Donc ça va emporter aussi transfert des salariés. Et qui dit transfert des salariés dans une entité unique, le sujet de l'alignement des conventions collectives. On sait que les économies des deux services qu'on rassemble, elles sont différentes et que les statuts sociaux, par exemple, sont différents.
Et ça m'amène à exposer, alors j'ai pas dans les difficultés administratives, ça veut dire entreprise unique, et c'est dans le cahier des charges de 2023, ça suppose de mettre en place des process communs de fonctionnement, un système d'information commun de fonctionnement. On vient juste aujourd'hui, et on s'est pour la plupart saisi des financements SMS numériques pour monter en gamme nos systèmes d'information. On est à peine à la finalisation de ces déploiements informatiques, et on n'a pas forcément choisi les mêmes que le partenaire avec lequel on doit se marier. Donc ça veut dire qu'alors même on n'a pas fini le déploiement de ces systèmes d'information, il faudrait travailler à un changement d'outils. Donc tout ça, c'est anxiogène, c'est un travail assez titanesque à tenir, et ça m'amène au troisième risque qui est social. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un secteur où on connaît un désamour du métier, il ne faut pas se leurrer, des tensions de recrutement hyper importantes, et aujourd'hui on prend le risque avec cette entreprise unique de voir partir des salariés, ne serait-ce que par l'alignement des statuts. Aujourd'hui, les aides-soignantes n'auront pas forcément envie de suivre un transfert vers une entité juridique souvent plus petite. Et j'en terminerai là. Et si j'apporte le témoignage qui est le mien, aujourd'hui, ces salariés sont dans des entreprises de 1000, 2000, 3000 personnes, et on leur offre une perspective de transfert dans une entité qui va comporter une centaine de personnes, dotées de peu de moyens et sans doute avec moins d'avantages sociaux qu'ils ne peuvent en avoir aujourd'hui. Donc ce sont des considérations à prendre en compte. Donc voilà, je dirais pas de résistance à la réforme. Il n'y a pas de débat dessus. L'amélioration du parcours usager, c'est ce qu'on souhaite tous. Maintenant, beaucoup de prudence parce que le cadre est trop rigide et en l'état, il n'est pas praticable. Okay. Donc, l'entité juridique unique, donc ça pose problème. Il y a un risque social, juridique, administratif et économique. Marc Bourquin, vous confirmez ce risque à la FHF et ces problèmes ? Ah oui, tout à fait. Je vais même le dire de manière encore plus peut-être brutale. Justement, je crois qu'on a assez rarement vu une réforme dont le modus operandi soit aussi brutal. Parce que dire vous devez cesser d'exister dans votre être aujourd'hui, c'est quand même assez rare de voir une réforme où on dit non, vous êtes obligé. Enfin, je veux dire, imaginez qu'on dise demain toutes les cliniques doivent devenir des hôpitaux publics. Je dis ça au hasard. Hein. Bon, il y aurait ou l'inverse. Vous imaginez les réactions. Bon, de facto, c'est quand même un peu ce qu'on nous dit. Donc quand même quelque chose qui est assez brutal, sans remettre, mais je ne veux pas paraphraser ce que Valérie Levaché vient de dire, évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause l'objectif unanimement partagé et le diagnostic. Aujourd'hui, la coordination est insuffisante et qu'il faut renforcer cet aspect-là. Mais l'entité juridique unique, d'une part, c'est vraiment très, très violent. Puis il y a une deuxième chose qui est quand même assez étonnante. C'est le lien avec la gouvernance. Parce que quelque part, on veut fusionner les jambes, SAD-SIAD, mais il y a la question de la tête qui n'est pas posée. C'est-à-dire d'introduire quelque part une co-gouvernance, alors même que dans le champ des EHPAD, on essaye de simplifier. C'est-à-dire, là où dans les EHPAD, on essaye de sortir de la situation où il y a un financement de la dépendance d'un côté et du soin de l'autre, là, on va recréer la même situation. C'est quand même un peu contre-intuitif. Donc, deuxième difficulté. Et puis, il y a quand même aussi, là aussi, mais je ne vais pas être long parce que ça a déjà été dit, on sait bien qu'il y a une dimension de déséquilibre économique. On a des SIAD qui jusqu'à présent étaient à l'équilibre, les difficultés commencent à poindre, mais on n'en est pas dans des difficultés systémiques qu'on connaît pour d'autres établissements médico-sociaux. Et au contraire, sur les SIAD, c'est un peu l'inverse. Donc on voit bien qu'on cumule un certain nombre de difficultés. Donc pour avancer, il faut poser la question de la gouvernance. On aura peut-être l'occasion de s'en redire un mot d'ici la fin de cette table ronde. Et puis, je pense que, du coup, la solution, sans remettre absolument quoi que ce soit en cause du cahier des charges, de l'objectif vis-à-vis des usagers, la solution de la convention, dans le brouillard dans lequel on est aujourd'hui, me semble
de loin la meilleure, sans exclure, mais je vais paraphraser ce qu'a dit Maître Jeune, sans exclure le GCSMS dans les cas où c'est possible. Mais imposer, je finis là-dessus, imposer l'entité juridique unique, c'est prendre le risque de déstabiliser profondément le secteur. Là, je parle au nom du secteur public, mais je crois que ce n'est pas seulement le secteur public. Je rappelle quand même que le secteur public, aujourd'hui, c'est à peu près 40 000 places de SIAD, très très peu de ça, 40 000, 730 services et un tiers de l'offre. Et le risque, si on veut passer en force, c'est qu'une partie de cette offre, si elle ne peut plus fonctionner, s'évapore. Et on a parlé des professionnels. Les professionnels, moi, le risque très angoissant que je vois, c'est qu'une partie d'entre eux aille vers l'hôpital ou l'EHPAD, alors qu'on a besoin absolument de renforcer cette offre à domicile. Voilà les risques qui sont devant nous. Et j'espère qu'on aura de bonnes surprises dans les jours ou les semaines qui viennent. Alors, l'entité juridique unique, alors je vois que vous avez envie d'applaudir. Allez-y. L'entité juridique unique, pour vous, c'est cette obligation qui fait risque. Vincent Tellier, alors vous n'avez pas du tout la même approche. Vous pensez, au contraire à l'UNA, que c'est le fait qu'on aille obligatoirement vers une entité juridique unique qui est la chance de cette réforme et qui va faire la condition sine qua non pour qu'elle réussisse. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, je le pense. Alors, je vais commencer mon intervention. Je ne l'avais pas prévu comme ça, par relever une erreur de droit. Je suis désolé, Maître Jeune, c'est pas vrai. C'est pas la loi Bienveillir qui met l'obligation de gestionnaire unique pour les autorisations. C'est la loi du 2 janvier 2002. Aujourd'hui, toutes les autorisations en France sont portées par un gestionnaire unique. Moi, que je sache, alors peut-être me détromper, est-ce qu'il y a des EHPAD par convention où le soin est fait par un opérateur et la dépendance par un autre? Un SAMSA par convention, je parle des cofinancements. Ben non. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait, et c'était pour ça que le règlement suffisait, la loi Bienveillir n'a fait que rappeler l'obligation qui est que toutes les autorisations sont relatives à une activité. On n'a pas parlé d'activité. Au départ, on est autorisé pour faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est réaliser un cahier des charges, c'est apporter des prestations, et dans le cadre de la réforme, de meilleure qualité auprès des personnes. Moi, ce que je vois, c'est une réforme de l'activité. Si c'était une réforme de passe-moi, passe-mi, divise-moi l'autorisation, franchement, il faudrait laisser tomber. Non, on fait évoluer l'activité, et quand j'ai une activité unique avec un volet aide, un volet soin, comme un EHPAD en hébergement a une activité unique avec un volet aide, un volet soin et un volet hébergement, j'ai une autorisation qui est portée par un gestionnaire. C'est comme ça que ça marche depuis la loi du 2 janvier 2002. Donc, à un moment, la question qui se pose, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'à domicile, ça serait différent? C'est ça la vraie question. Ou alors, on se dit, d'accord, la convention, c'est une bonne solution. Faisons des EHPAD par convention. Ah, bah si, une résidence autonomie qui fait une convention avec un SIAD, elle demande une autorisation EHPAD. On dit que c'est ridicule. Je suis d'accord, ça l'est. Mais visiblement, ça ne l'est pas pour les services à domicile. Pourquoi chez nous, le ridicule ne tue pas? C'est quand même assez étonnant. Il n'y a pas qu'une question de ridicule, il y a des enjeux. Et à un moment, il y a la question du problème économique. On me dit, mais attention, il y a un problème économique. Okay, c'est vrai. On a eu un fonds d'appui en 2023. On en a eu un depuis 2012. Nos services sont en très grande difficulté. Je reviens sur les propos qui ont été dits à la table ronde précédente. On aura un coût de revient de 32. Nous, on est à 34 à UNA selon notre moyenne. Mais même sur 32, 34, on ne va pas chipoter, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? C'est 18% des salariés sous le seuil de pauvreté. C'est aujourd'hui, dernière statistique, dans le secteur du social, une annonce pour pourvoir un poste, il faut 1,4 annonces. À domicile, 4,4 annonces. C'est ça la réalité. Et donc, on fait des SAD par convention pour éviter, mais il ne faudrait pas que les SIAD soient contaminés par cette situation. Mais est-ce qu'on règle le problème des services d'aide? Non, en fait, les conventions, c'est éviter de régler le problème du modèle économique des services d'aide qui vont continuer à mourir. C'est mettre la poussière sous le tapis. C'est du coup, on va les laisser de côté, parce que du coup, par la convention, leurs difficultés vont continuer, et le service conventionné avec le SIAD, il va disparaître. Et du coup, il faudra se rappeler une chose importante. C'est que les SIAD, ils ont besoin des services d'aide, on a besoin du soin, parce que si la personne n'a pas quelqu'un pour l'aider à se lever, pour l'aider à manger, elle ne pourra pas rester à domicile. Et donc, il n'y aura plus de SIAD, il n'y aura plus besoin de SIAD pour intervenir chez elle, parce qu'elle ne pourra pas rester chez elle. À un moment, cette réforme, c'est bien de créer une activité unique, aide et soins,
pour accroître la qualité de la prise en charge dans une logique de virage domiciliaire. Et si, pour nous, elle doit être l'occasion, le gestionnaire unique, pour demander au gouvernement, enfin, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il ait une vraie politique salariale et une vraie politique de réforme du modèle économique. Parce que nous, on l'attend depuis 2012, cette réforme du modèle économique de l'aide, et on ne la voit pas venir. Si, par contre, on se dit, faisons des conventions où on garde des personnes uniques, il n'y aura plus aucune justification, en tout cas pas plus que depuis 2012, pour aborder de front cette réforme. D'accord, donc pour vous, cette entité juridique unique, c'est l'occasion de regarder les situations en face et aussi, vous me l'aviez dit en préparant cette table ronde, d'avoir de réelles équipes coordonnées. L'idée, c'est qu'on parle du RH. Moi, j'aimerais bien avoir les mêmes salaires que dans le secteur de la FHF, dans l'aide à domicile. Hein. J'adorerais. Franchement, j'adorerais. J'adorerais pas avoir entre 200 et 400 euros de différence avec la 51. J'adorerais. J'adorerais ça. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est que ça, ce problème-là aussi, il est antérieur à la réforme des SAD. Elle le met en exergue. La réforme des SAD, elle montre que le roi est nu dans le virage domiciliaire. Elle montre toutes les problématiques qu'on doit régler. Mais c'est des problématiques qui n'existaient pas par la réforme des SAD. Elle révèle ce qu'il faut régler pour que ça marche. Maintenant, si on l'amoindrit, si on fait des conventions du SMS et qu'on reste sur chacun chez soi, chacun avec son RH, moi je fais une équipe coordonnée, mais tu es employeur, tu règles tes congés payés toi-même. Parce que les départs en congés payés, pour organiser une équipe, quand c'est par employeur, c'est pas facile. La dotation de coordination, bon, ça arrive au SIAD. Comment est-ce que ça va financer l'aide? Comment on va se le répartir? Est-ce que le SIAD, sachant qu'en plus le montant, là on pourrait le revoir aussi quand même parce que il est quand même pas très élevé, est-ce que ça va bien être distribué? Comment est-ce que j'organise les recrutements? Comment est-ce que j'organise le résultat de la coordination sans rapport hiérarchique, la coordination? Parce que j'ai 2 employeurs, donc 2 rapports hiérarchiques. C'est pas, non, il y a n'importe qui le sait, de toute façon, quand vous voulez monter une activité, s'il y a plusieurs employeurs associés à faire l'activité, ça marche moins bien que quand il y a un employeur, ne serait-ce qu'en termes d'organigramme et de RH. Ouais. Donc là où on dit que le RH est un risque d'un premier point de vue, de l'autre, on peut dire qu'au contraire, c'est l'opportunité de créer une politique RH unique. Alors, deuxième sujet... Parce qu'il faut soyez en passant, un dernier point quand même. Je vais aller très très vite. Ouais, non, mais sur les EHPAD et le modèle économique, oui, je dis juste un point. Alors, très rapidement. Les EHPAD, ils sont aussi en difficulté économique. On ne remet pas en cause le fait qu'ils puissent en continuer à gérer un SIAD. Comment ça se fait que les difficultés économiques de l'un n'ont pas les mêmes conséquences que les difficultés économiques de l'autre? Alors, on reviendra sur les sujets économiques, monsieur Vincent Tellier. Alors, premier sujet, on l'a vu, l'entité juridique unique. Deuxième sujet, deuxième contrainte, et je vous redonne la parole tout de suite, c'est le sujet de la zone d'intervention unique. Alors, je ne sais pas si vous allez être plus d'accord sur ce point-là entre vous, intervenants. J'aurais peut-être dû me mettre entre vous, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Cette deuxième obligation, la zone d'intervention unique entre l'ex-SAD et l'ex-SIAD, est-ce que pour vous pensez que ça, c'est jouable? Alors pour moi, nous, c'est le vrai problème. Et d'ailleurs, c'est le problème parce que ça renvoie aussi au fait de trouver un partenaire qui va bien. Parce que souvent, c'est pas la zone d'intervention qui apparaît en premier, mais c'est quand même là où il y a le problème de trouver un partenaire avec lequel on a les valeurs communes. Pour nous, on avait signalé ce problème-là dès le dépôt du PLFSS 2022. En 2021, on avait déposé un amendement déjà. On avait proposé un amendement pour régler ce problème-là. Donc nous, on l'a dans le viseur depuis le début, parce que l'expérience des SPACAD, on a beaucoup de SPACAD, montrait que l'harmonisation entre les zones posait difficulté, sachant que la réglementation, alors là, pour le coup, pour regarder dans le Code actuel des familles, il n'y a rien. La zone d'intervention n'est pas définie dans le Code. Ça n'existe pas. Il y a la capacité en place, choses comme ça, mais il y a zone. Donc on voit des services qui, là, pour le coup, je vous rejoins, se battent, travaillent, montent des projets, et je suis d'accord avec Marc, c'est douloureux de se rapprocher, voilà, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, et présente les choses. On leur a pas donné les règles du jeu, on leur dit ah ben non, là ça va pas, votre territoire, vous pouvez pas en faire ci, vous pouvez pas en faire ça. Et là, nous, ce qu'on voit, c'est que la difficulté, c'est qu'il y a des structures qui sont frustrées, découragées, parce qu'elles se retrouvent, dans certains cas, pas partout heureusement, face à un arbitraire de certaines autorités en disant non, là vous allez découper vos autorisations. Ça, c'est le pire, ça. Scinder les autorisations, c'est-à-dire scinder l'activité. Je rappelle, ce qui est important, c'est l'activité. Vous avez une autorisation, vous en avez 2. Alors, vous allez devoir diviser vos personnels. J'en ai déjà pas assez pour en faire une, je vais devoir les diviser, je vais devoir diviser mes places quand c'est du SIAD. Et on me refuse des projets, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ne sais pas pourquoi? Parce que certes, il y a sans doute des questions d'organisation de l'offre sur lesquelles les autorités ont leur mot à dire, évidemment. Mais pour ça, il faut donner les règles du jeu.
Et la règle du jeu, elle apparaît dans un document dont je ne crois pas qu'un seul ait été correctement mis à jour et qui doit donner le cadre dans lequel ces services doivent s'organiser. Et après, les autorités doivent se plier au cadre qu'ils ont fait, un cadre public, opposable. C'est les plans régionaux de santé et les schémas départementaux d'action sociaux. Si vous trouvez un seul schéma qui revoit la planification, c'est normalement une obligation légale de ce qu'on doit mettre dedans, hein, des besoins et de l'offre adaptés aux services d'autonomie à domicile, qui aurait pu dire la règle depuis 2022 que la loi existe et que l'obligation existe. 4 ans, c'est quand même pas à marche forcée. Mais si on n'a pas la règle du jeu locale, là, il y a un vrai problème. Et là, je pense que s'il y a une carence des autorités locales, c'est les gestionnaires qui doivent réussir la réforme, qui ont la pression sur eux, qui doivent reprendre la main. Valérie Levaché, vous pensez aussi que cette obligation de territoire unique, zone d'intervention unique, elle a des effets secondaires? Alors sur ce point, on va être d'accord effectivement avec Vincent. Hein. Là aussi, hein, le retour terrain est totalement la traduction de ce que tu exprimes, hein. À savoir qu'on arrive à des situations et à des paradoxes. Hein. Au départ, l'idée, elle est louable aussi, hein, d'essayer de redessiner les territoires d'intervention des uns et des autres, mais dans les faits, ça se traduit par des choses totalement aberrantes dans la mesure où, déjà de base, les territoires d'intervention des SAD sont souvent les départements. Et dans la quasi-totalité des situations, les territoires d'intervention des SIAD sont souvent infra-départementales. Et donc, trouver et créer l'entreprise unique sur le périmètre du SIAD entraîne inévitablement un démantèlement des autorisations des SAD qui, par définition, sont plus larges. Et quand on sait que les équilibres économiques des SAD tiennent bien souvent au volume d'activité, hein, aujourd'hui, on a des entreprises avec des logiques de mutualisation, et plus le périmètre est large et plus on se donne des chances d'être à l'équilibre. Et donc on fait l'inverse, en fait. Là, on emmène les SAD à se démanteler en plusieurs autorisations. Donc oui, je partage complètement cette position. Marc, sur cette question du Oui, territoire. merci. Là-dessus, je crois qu'on converge tous. Je rajouterais, oui, qu'on a besoin, dans le contexte démographique, c'est quand même extraordinaire, hein. Chaque fois qu'on parle de démographie, on dit « Ah ben oui, on est sûr, il va y avoir besoin de beaucoup plus. » Et puis on n'en tire aucune conséquence. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de schéma de développement de l'offre, etc. Ce qui serait quand même une voie de passage assez simple. Hein, dans l'avenir, on reviendra peut-être sur ces solutions. Nous, on pense qu'il faut quand même laisser un libre choix sur le territoire. Ça me paraît très important. Alors, je ne peux pas ne pas vouloir quand même répondre à ce qui a été dit tout à l'heure par Vincent, hein, en toute amitié, mais comparaison n'est pas raison. On part d'une situation historique donnée. Et dire, parce que un EHPAD est unique, il faut donc que dans le champ du domicile, on aboutisse à la même chose. J'allais dire que dans les propos qui ont été évoqués, pardon, mais ça amène de l'eau à notre moulin. Parce que les différences de statut et de rémunération, vous imaginez un peu la situation dans une entité juridique unique. On va dire aux gens qui ont, et on en est fiers dans le secteur public, d'offrir des conditions de rémunération qui sont plutôt plus satisfaisantes que dans d'autres statuts. On va dire aux gens, ben non, on va faire une entité unique et bon, à terme, bon, les rémunérations que vous avez seront remises en cause. Ça ne marchera pas. C'est même pas une question d'être pour ou contre intellectuellement. Ça ne va pas marcher. Donc il ne faut pas aller dans ce sens-là. En revanche, sur la question des territoires, propositions concrètes, en attendant peut-être un jour d'aller plus loin. On a entendu le président Richoux tout à l'heure. Alors nous, on peut en discuter de ces propositions disruptives, de qui doit piloter. Mais en attendant, il faut absolument une cellule de coordination conseil départemental ARS pour ne pas multiplier les difficultés sur les territoires, de ne pas rajouter à la difficulté intrinsèque de la réforme, dont encore une fois on attend peut-être des avancées, un peu désespérément, mais quand même, on ne sait jamais ce qui peut se passer au Parlement, il se passe tellement de choses en ce moment, on a tellement d'amendements qui sont surprenants, on a tellement de prises de parole gouvernementales surprenantes, si vous voyez ce que je veux dire, que tout est possible. Mais en attendant des évolutions plus structurelles, il faut au moins qu'il y ait une cellule de coordination qui évite de rajouter de la complexité à la complexité de la réforme.
Alors, avant de vous donner la parole pour conclure, juste pour revenir sur vos propositions. Alors, sur cette réforme, tu le dis, Marc, cellule de co-gouvernance entre départements et ARS. Valérie, est-ce qu'il y a d'autres propositions à mettre en avant pour que cette réforme qu'on valide tous puisse se mettre en œuvre? Oui, tout à fait. Moi, je me saisis de ce que nous a expliqué Maître Jeune. On prône évidemment la position, c'est de dire la cible de l'entité unique, juridique unique, est clairement irréalisable. Et on pense très sincèrement qu'il y a d'autres solutions pour parvenir à réaliser cette réforme. Et contrairement à Vincent, moi, je pense que la coopération est un moyen de réussir cette réforme, où les deux partenaires seraient co-titulaires d'une autorisation que l'on calquerait sur la durée des autorisations actuelles, et on le remet en cause à chaque renouvellement d'autorisation. C'est une première voie. La deuxième voie, on a évoqué le GCSMS détenteur des autorisations, mais il existe aussi dans les 36 GCSMS le GCSMS exploitant, qui, s'il est accompagné d'un maintien des financements chez les opérateurs, donc en gros, il agit pour le compte de ses membres, chacun de ses membres conservant son financement, ses salariés. Du coup, on évite aussi la problématique qu'on n'a pas évoquée, mais de la fiscalisation des mises à disposition de personnel, qui n'est pas neutre. C'est 20% de TVA et ça peut écrouler un système dans le secteur dans lequel on est. Donc ça, c'est une deuxième voie, GCSMS exploitant. Et puis, je crois, même si j'ai entendu que ça pourrait se réouvrir en 2026, autoriser, quand véritablement il n'y a pas de solution, la création de places de SAD aux SIAD qui en font la demande et qui n'ont pas trouvé de solution avec un autre partenaire. Donc voilà, 3 voies possibles. Très bien. Vincent Telly, des propositions du côté de l'UNA pour fluidifier cette réforme? Déjà, la première proposition, parce que comme on l'a dit, de toute façon, les services, soit ils vont faire une demande directe, ils auront, je parle des SIAD, un délai de 2 ans, s'ils ont un refus, soit ils sont déjà dans la convention. Donc, à un moment, à 42 jours, est-ce que c'est de revoir les règles pour les services qui sont engagés dans le travaux, ou de se dire, bon, ceux qui sont dans la convention, on pourra toujours faire un bilan dans 2 ans. Déjà, première chose, de voir l'effet. Parce qu'on a quand même très peu, au cours de ces 4 ans de mise en œuvre, parlé du cahier des charges, du fait qu'il redéfinit la notion de domicile, du fait qu'il met la prévention au cœur de l'action, qu'il prévoit des actions envers les aidants, qu'il impose de travailler 7 jours sur 7. Enfin, des choses, c'est pas anecdotique ce cahier des charges. J'ai cru comprendre qu'il ne devait rien de révolutionnaire. Il est révolutionnaire. Il n'y a quand même pas beaucoup de SMS qui mettent la prévention au cœur de leur mission. Encore. Alors qu'on sait que c'est un enjeu, ni les aidants. Et à un moment, c'est de faire un peu un bilan. Il sera temps, dans 2 ans, et c'était aussi la proposition qu'avait fait Jérôme Perrin, la DMR, qu'on soutient parfaitement, nous sommes tout à fait en accord sur la branche de l'aide des soins et des services de domicile. Je le rappelle, on parlait de problème de statut professionnel, qui représente la seule convention collective étendue, applicable aux services d'aide et aux services de soins privés non lucratifs. 60% du secteur en ce qui concerne les services de soins. En quelques mots, les propositions. Et les propositions, d'abord, c'est on maintient la réforme. Non, mais en quelques mots, vous on maintient connaissez. la réforme. On maintient la réforme, sans délai, sans adaptation, sans rien. On fait un bilan dans 2 ans, ceux qui auront voulu faire les choses. On impose le fait de tirer les salariés vers le haut, parce qu'effectivement, si la réforme, sa conséquence, c'est de tirer tout le monde vers le bas, c'est nul. Mais la vraie problématique, c'est que les salariés de l'aide, elles soient en bas. C'est comme ça qu'il faut résoudre. Pas de craindre que ceux qui sont en haut, ils descendent. Mais non, il faut faire remonter. Sinon, ça veut dire, bon, vous êtes en bas, on va vous y laisser, mais on fait des conventions qui font qu'on va rester en haut. C'est ça la perspective. C'est pas possible de promettre ça au service. Quelques propositions, Alors, quelques mots. Oui, très vite. La démographie, on y revient toujours, et en fait on l'oublie tout le temps, impose de réouvrir des autorisations d'activité. Point d'accord entre vous trois. Ça, c'est absolument indispensable. En plus, c'est financé quand même par une allocation à la personne. Donc l'offre ne crée pas la demande. Personne ne demande la part en étant autonome. C'est pas vrai. Donc il faut... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut aller vers une réciprocité des obligations. C'est-à-dire, on ne doit plus à terme avoir des SAD qui n'ont pas d'activité de soins. Ça, je pense que c'est très important. Et puis, troisièmement, eh bien, je dirais que là, à partir du moment où on aura avancé là-dessus, il faudra, j'y reviens, se poser la question de la gouvernance de l'ensemble du système. Nous, à la Fédération hospitalière de France, nous pensons qu'on a besoin d'une mutualisation nationale
et ça renvoie vraiment à un débat national sur le bien vieillir, et puis qui permettra à ce moment-là de définir qui fait quoi, mais pas rester dans ce système où, au fond, on a des doubles commandes partout, sans avancer, notamment et en à mettant domicile. finalement la pression sur les opérateurs, faute d'avoir réglé le problème de gouvernance. Merci. Alors, Monsieur Mangin-Lecreux, vous êtes directeur général d'une ARS en Normandie. Vous avez été témoin de ces débats. Votre ARS a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les services qui seraient en difficulté, conjointement avec le département de la Manche, pour les services qui seraient en difficulté pour bénéficier d'un accompagnement. Est-ce que vous confirmez sur le terrain ces difficultés face à l'obligation d'entité juridique unique et face à l'obligation de territoire de zone d'intervention unique? Et est-ce que vous pensez, si on peut répondre à cette question posée dans la table ronde, est-ce que cette réforme, elle est l'occasion de réorganiser l'offre quand on est une ARS? C'est beaucoup de questions. D'abord, merci pour votre invitation. Voilà, puis très heureux d'avoir assisté à ces échanges passionnés à l'instant. Moi, je voudrais peut-être effectivement faire remonter en quelques mots un message un peu d'optimisme tiré du terrain. Alors, vous avez raison, et ça a été longuement évoqué, les difficultés, elles ne sont pas absentes de cette réforme. Hein. Ce serait évidemment se mettre un peu la tête dans le sable que de le nier. Bon, il y a des difficultés effectivement d'ordre économique sur un certain nombre de territoires, en tout cas des craintes qui s'expriment sur les différences aujourd'hui dans l'état du modèle économique des SIAD et des SAD. Il y a effectivement des inquiétudes, enfin des difficultés statutaires. Je crois que le droit, ça a bien été dit par notre avocate ici, le droit il est là pour se mettre au service d'un projet. Donc il ne faut pas mettre les contraintes juridiques, enfin les positionner comme des obstacles qui ne permettraient pas d'aller vers l'objectif. Il faut se servir du droit pour pouvoir nourrir l'objectif. En revanche, les contraintes statutaires, légitimement, elles inquiètent les personnels. Enfin, on voit voilà, ces questions-là qui remontent et c'est tout à fait entendable. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, dire, cher Marc, que je connais bien, mais que la réforme est brutale, je pense que c'est un peu excessif quand même, parce qu'on est sur une réforme qui d'abord a mis beaucoup de temps à maturer dans son processus législatif, vous le savez bien, qui elle-même a été repoussée plusieurs fois dans ses délais d'application, qui dans sa mise en œuvre connaît quand même beaucoup d'éléments de souplesse, hein, avec un calendrier très long là, sur les conventions provisoires, avec des modalités qui sont quand même prévues pour aussi, enfin des modalités d'adaptation dont la ministre parlait d'ailleurs tout à l'heure. Je ne vais pas développer longuement la question des périmètres territoriaux, mais c'est vrai que là, il y a aussi des éléments de souplesse aujourd'hui maintenant sur la possibilité de plusieurs SAD mixtes sur un seul territoire, etc. Bon. Donc on a, voilà, je pense qu'il ne faut pas, mais vous ne l'avez pas fait évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas caricaturer non plus la brutalité, le niveau de contrainte. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable, cette réforme, elle est nécessaire. Enfin, moi, j'en ai la conviction personnelle, et c'est une conviction de terrain. D'abord, elle s'inscrit, et ça, je vous en remercie collectivement, vous tous et toutes qui êtes là, elle s'inscrit dans un contexte où le secteur de l'aide à domicile s'est beaucoup transformé ces dernières années. Donc finalement, on vient, ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Benoît Dujol, il y a eu la mise en place de la dotation qualité, il y a eu la mise en place des aides à la mobilité, l'application du tarif plancher, enfin beaucoup de choses qui ont transformé ce secteur. Donc d'une certaine manière, il faut s'inscrire, enfin voir cette réforme aussi comme prolongeant la dynamique de transformation et avec l'objectif de la parachever. Il y a l'objectif, ça a été évoqué tout à l'heure, de la lisibilité de l'offre et de la continuité des parcours. Mais il y a aussi, et ça je suis tout à fait d'accord avec monsieur Vincentelli, il y a un objectif très fort sur l'attractivité des métiers. On le voit bien dans tous les territoires. On a beaucoup de mal aujourd'hui à recruter sur ce secteur de l'aide à la personne. Vous le vivez tous, j'imagine, les uns les autres. Il faut qu'on puisse offrir des parcours de carrière et des perspectives d'évolution professionnelle plus riches, plus diversifiées. Et cette réforme, c'est aussi une chance pour ça. Je pense qu'il faut l'appréhender comme telle. Et puis sur la question des territoires, c'est un sujet compliqué, évidemment. Mais vous le savez bien, sur l'offre sanitaire comme sur l'offre médico-sociale, on évolue aussi dans des réflexions qui vise à travailler sur la responsabilité populationnelle des organismes gestionnaires. Et à un moment, on a besoin de lisibilité aussi pour ça. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais en tout cas, je pense que cette réforme, elle est utile. Et alors, du coup, par rapport à la question que vous me posez directement sur comment la faire et pourquoi la faire, bon, d'abord, moi, je pense quand même qu'il faut garder en tête l'impératif de lisibilité de l'action publique qui est derrière.
auxquels on est tous contributeurs dans nos statuts différents, mais on contribue à rendre un service public et on se contrarie suffisamment des millefeuilles divers et variés pour ne pas à un moment sur un sujet comme ça essayer de travailler sur de la lisibilité. La lisibilité, c'est celle du cadre. Effectivement, moi je pense qu'à terme quand même, c'est mieux d'avoir des autorisations qui sont portées par des gestionnaires uniques qui emportent une responsabilité aussi dans la façon dont ils gèrent leur autorisation. Et c'est mieux d'avoir aussi à un moment un cadre qui soit d'un cadre de transition qui soit soutenable dans le temps. Si cette réforme devait s'asseoir sur des modalités de convention provisoire sur de très longue durée, on passe un peu à côté de l'objectif aussi de lisibilité attendue par la population. Donc il faut qu'on soit capable d'avoir cette lisibilité. Et c'est vrai que du coup, moi, à titre personnel, je défends plutôt l'idée que dès lors que les conventions provisoires seront signées, j'espère qu'on arrivera d'ici le 31 décembre, sans faire tomber des autorisations, à avoir un maximum de structures qui s'engagent dans le sujet, que ces conventions permettront d'aller vers la mise en place d'entités juridiques qui soient de nature à porter de façon simple, lisible, les autorisations. Alors, le GCSMS, c'est très bien, d'ailleurs. Il ne faut pas forcément imaginer aller partout sur des fusions, mais en tout cas, il nous faut cette entité, cette personne morale unique. Et puis, alors, un dernier point, peut-être sans être plus long, mais c'est vrai que derrière, pourquoi est-ce qu'à titre personnel, je suis convaincu de cette réforme et la nécessité de la mettre en œuvre? Pour les raisons que j'évoquais, parce qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une dynamique de transformation que vous avez beaucoup portée ces dernières années et qu'il faut continuer à porter, mais aussi parce que ça serait dommage que le secteur de l'aide à domicile passe à côté de cet enjeu majeur qui est aujourd'hui l'enjeu de la transformation de l'offre médico-sociale PA. Ça a été évoqué tout à l'heure, la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq veut travailler avec les départements sur un plan grand âge, etc. Et derrière cette ambition de l'appréhension du mur démographique en tant que tel auquel on est auquel on est confronté, il y a bien sûr une ambition quantitative, ça va sans dire. Il faudra qu'on arrive à créer des places supplémentaires en établissement. Il faudra sans doute qu'on ait des autorisations supplémentaires de services d'accompagnement à domicile. Mais on sait bien que cette réponse quantitative, elle trouvera forcément ses limites. Ses limites, c'est les limites financières qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y aura pas d'argent miracle. Et donc, il faut qu'on arrive à penser quand même cette ambition dans la transformation de l'offre. Et la transformation de l'offre, c'est, vous le savez bien les uns et les autres, le continuum de la prise en charge de la perte d'autonomie, depuis le domicile historique qu'on a toujours connu et où il faut apporter du service, c'est ce que vous faites, jusqu'à l'EHPAD qui doit aussi faire son virage domiciliaire, en passant par tous les produits d'habitat adapté qu'il faut qu'on soit capable de développer aujourd'hui. Et moi, je pense que, derrière cette réforme, derrière cette ambition domiciliaire, Olivier Richefou le sait bien, il y a des réflexions sur ce que sera la part de l'État, ce que sera la part des départements. Vous avez pleinement raison, je suis pleinement en phase avec vous sur l'opportunité aujourd'hui de travailler à la réforme du système de financement. On a un système de financement qui est beaucoup trop complexe, et je pense que vous en parlerez. Mais il y a une ambition d'accompagnement du continuum de la perte d'autonomie à travers ce virage domiciliaire sur laquelle vous devez être pleinement engagé. Le secteur que vous représentez doit être pleinement engagé aujourd'hui. Et moi, je pense que dans cet engagement par rapport à cette ambition de transformation de l'offre, ça serait dommage de passer à côté d'un chantier qui est nécessaire, encore une fois, pour simplifier, pour donner de la lisibilité, pour améliorer l'offre pour l'usager. Merci beaucoup.